Bonjour et bienvenue sur Contre Pop Culture. Voici la vidéo des nouveautés BD de ce mois de juin 2022. Voilà, j'ai essayé de parcourir un peu tout ce qui était sorti pendant ce mois de juin pour vous en faire une sélection qui compte pas moins de 13 BD à vous présenter. Alors comme d'habitude, la meilleure BD du mois à la fin de cette vidéo. En plus, un concours pour faire gagner une BD que je vais vous présenter et qui fait partie de cette sélection. Voilà, il y a de tout, hein, comme d'habitude. Il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a du fantastique, il y a du comique, il y a de l'historique, donc c'est très très varié. J'espère que cette sélection va vous plaire. Alors on commence tout de suite avec The Cape de Joe Hill chez iComics, donc un comics pour une revisitation du thème du super-héros. Joe Hill, vous savez, c'est le scénariste de Lock and Key, une série que j'apprécie particulièrement. Il a fait une nouvelle dont s'est inspiré Jason Sciaramella au scénario et Zach Howard au dessin. C'est un dessin qui est très sombre, très noir, vous voyez, si on voit bien. Un jeune homme qui a ce bout de tissu qui le suit partout depuis enfant, auquel il s'est raccroché puisque son père est mort à la guerre. Il est un peu traumatisé, cet enfant. Il joue au super-héros avec sa cape et puis il va chuter d'un arbre tout de suite au début de l'histoire. Il va gravement se blesser, il va être voilà, il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et donc on suit le parcours de ce jeune homme un peu traumatisé, qui essaie de trouver une copine, qui essaie de sortir un peu de sa vie, un peu de paumé. Et rapidement, on va voir que ce jeune homme a des problèmes un peu psychologiques. Et puis, eh bien, cette cape qu'il va porter va lui donner le pouvoir de voler. Donc c'est une histoire très sombre, très glauque, c'est en un seul tome, c'est un one-shot. Cette histoire, elle a été nommée au Will Eisner Award, donc c'est quand même voilà, c'est quand même très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé moi le côté très sombre, très noir, avec un héros assez dérangé. Voilà, un humour un peu cynique aussi, un humour très noir. Voilà, une histoire vraiment très très intéressante. The Cape chez iComics, 18,90 €. Ensuite, elle arrive, là voilà, la BD que je vais vous faire gagner au concours ce mois-ci. Arjuna de Mariol Baldetti et Vial chez Glénat. Alors Arjuna, c'est une belle BD qui nous parle des mythes et de la mythologie indienne. Voilà, les hindous, avec les Anglais qui ont colonisé. Et tout de suite, dès le début, on a beaucoup d'action avec des créatures, hein. L'histoire, c'est un petit peu... on suit cette jeune fille qui s'appelle Arjuna, qui est un peu une mercenaire au service des Anglais, et qui va se retrouver dans une histoire très très rapide, trépidante, où eh bien, il y a une jeune femme qui va se retrouver enceinte, visiblement d'un dieu du mal, qui s'appelle Ravana, voilà, qui revient et qui devrait se réincarner à travers l'enfant à naître. Et puis c'est surtout un prétexte, cette histoire, pour voir un peu tous ces dieux hindous, voilà, avec les thugs qui attaquent et la déesse du mal, Kali. Donc voilà, les couleurs sont très sympas, le dessin aussi, voilà, c'est très spectaculaire. Voilà, c'est surtout, je pense, une histoire un peu dans le style fantasy, mythologique, avec beaucoup d'action et de très beaux dessins, de très belles couleurs aussi à souligner. Voilà, et plein de dieux et de monstres qui arrivent. Voilà. Donc Arjuna, franchement, il y a un cahier graphique à la fin qui est très sympa. Voilà, je vous le recommande, c'est une BD pas prise de tête pour avoir des créatures, des dieux, des monstres qui se bagarrent et plein de scènes d'action. Donc voilà, si vous voulez participer au concours Arjuna, pour gagner cette BD, vous mettez un commentaire dans la vidéo, je ferai comme d'habitude le tirage au sort et je vous enverrai cette BD par courrier. Voilà, donc ce sera avec plaisir que je vous ferai gagner cette BD. On continue notre sélection, parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous montrer, avec la quête de l'oiseau du temps. Le 7e tome, c'est avant la quête en fait, c'est le préquel de la quête de l'oiseau du temps. Voilà, c'est cette énorme série de fantasy extraordinaire, et donc le Tendre et Loisel, les auteurs ont voulu faire un préquel, un petit peu, voilà. Et donc du coup, on retrouve la jeunesse de Bragon. On retrouve la jeunesse de Bragon, voilà, avant la quête de l'oiseau du temps.
et comment il en est arrivé là. Donc la série reprend le dessin qu'on a pu voir de Loisel. Voilà ce style bien à lui. Donc les dessinateurs doivent s'adapter à ce style de dessin. Les dessinateurs ont changé pendant ce préquel. Il y en a eu, je crois, plusieurs, au moins trois, si ce n'est quatre. Et donc du coup, voilà, ils essayent de rester dans la même charte graphique, mais c'est sûr que c'est parfois un peu embêtant de changer de dessinateur. Donc on suit toujours Bragon qui forme son équipe, et puis pour savoir comment ça s'est passé après avec Mara et puis à venir leur fille Pélis. Voilà, et comment est venue Pélis. Donc voilà, c'est sympa, c'est de la fantaisie assez rapide avec de l'action, un peu d'humour. Ça se lit assez vite. Et puis surtout, donc on est déjà au tome 7, ça va être le tome 8, la fin de ce préquel. Et du coup, c'est vrai qu'on va savoir la fin de l'histoire, comment on en est arrivé à ce cycle de la quête de l'Oiseau du temps. Et donc il y aura après aussi un autre cycle qui sera l'après la quête de l'Oiseau du temps, donc qui va démarrer aussi, donc encore un nouveau cycle. Pour l'instant, le meilleur cycle, c'est quand même le cycle original, hein, largement. La quête de l'Oiseau du temps est vraiment au-dessus. Ce préquel est quand même destiné aux fans, et ceux qui ont envie de savoir un petit peu les détails et ce qui est amené là, donc c'est toujours intéressant. Il y a des tomes plus ou moins performants. Celui-là est sympa, il se passe assez vite, et puis je pense que ceux qui ont commencé la collection ont envie de finir, et surtout de savoir, là on est dans l'attente de ce dernier tome, et puis de voir après ce qui va se passer sur ce nouveau cycle. Voilà, c'est chez Dargo, la quête de l'Oiseau du temps. Ensuite, une série qui, elle, est à base de one-shot, mais qui en est déjà à son tome 4, Les Futurs de Liu Cixin. Je vous ai présenté à chaque fois ces titres chez Delcourt, qui sont de très très bonne qualité, c'est de la science-fiction. Donc là, c'est Sylvain Runberg et Mickey Montelot qui s'y sont collés, puisqu'à chaque fois, ça change de dessinateur, mais ce sont des histoires indépendantes, des nouvelles adaptées de cet auteur chinois de science-fiction à succès. Le dessin est très sympa, très coloré, voilà, avec des plans assez larges, comme toujours, et des doubles pages, c'est un peu la spécificité de la série, ils ont fait des grandes doubles pages. Et là, on va suivre le destin d'un tueur à gages qui est recruté par les 13 plus grandes fortunes mondiales dans un futur où des extraterrestres ont pris contact avec la Terre, et ces extraterrestres, en fait, veulent redistribuer un peu les richesses. Donc ces grandes fortunes veulent que tous les personnages et tous les gens sur Terre aient à peu près la même fortune, et donc il y a des gens qui refusent d'être payés grassement, et donc le tueur est engagé pour les tuer. Donc c'est entre encore une fois le destin de petits gens et puis le grand destin de l'humanité et de l'univers que ça se joue. Voilà, on suit aussi le périple de ces extraterrestres et comment ils sont arrivés là. Donc franchement, il y a de l'action, c'est très sympa, c'est intelligent. Voilà, c'est une très bonne BD, encore un très bon moment avec ces futurs de Liu Cixin. Voilà, une série de qualité pour ceux qui aiment la science-fiction, sachant que voilà, on en est au tome 4 et qu'il y en aura pas mal, une quinzaine. Voilà, pour cette série, je vous invite à suivre. Ensuite, on va partir alors là dans un ovni. Un ovni chez Air Libre, Daria Schmidt, le bestiaire du crépuscule. Un ovni parce que là on est dans du fantastique, vraiment un peu comme dans Alice au pays des merveilles, on part dans l'absurde avec Providence, et Providence ça vous fait penser bien sûr à Howard Philip Lovecraft, l'auteur des livres fantastiques, et là c'est un hommage à Howard Philip Lovecraft puisque le personnage s'appelle Providence avec son chat Maldoror. Il y a plein d'hommages aux écrivains, aux Trois Nornes, c'est truffé de références, c'est un noir et blanc avec de la couleur, et donc Providence est le gardien d'un parc, un parc un peu fantastique, on se croirait dans le voyage de Chihiro, avec des monstres partout, des références un peu partout aux livres fantastiques et à la mythologie.
Et donc ce gardien eh bien, va faire des rencontres plus absurdes les unes que les autres, plus fantastiques les unes que les autres. Et du coup, voilà, c'est très étonnant, c'est très déstabilisant. Il y a l'irruption par moment, vous voyez, de la couleur. C'est très onirique. Voilà, c'est un peu un rêve cette BD, c'est très étonnant, il faut complètement lâcher prise. Et puis, il y a, puisque c'est inspiré de la nouvelle de Lovecraft, il y a carrément à l'intérieur, hop, la nouvelle complète de L'étrange maison haute dans la brume, illustrée, vous voyez, de Lovecraft, qui vient un petit peu rajouter une ambiance à ce livre très très particulier. Donc pour les fans, pour moi, de Lovecraft, et qui aiment bien l'absurde et ce côté vraiment rêve, les autres, ça les laissera un petit peu sur le carreau, parce que c'est quand même très très à part, et la narration est vraiment très très particulière. Ensuite, chez Corrette, qui se lance dans la BD comme ça, Patriarchie, premier tome, Le Châtiment de Runberg, Ortega, Crespo et Saveg. Voilà, toute une équipe qui se lance dans cette aventure en format un peu comics, avec un dessin qui par moments se rapproche un peu du manga, sur certaines expressions du moins. Donc on suit une société post-apocalyptique où les hommes ont fait un patriarcat et ont relégué les femmes à des véritables esclaves. Et donc on suit des Valkyries qui se sont regroupées pour résister. Voilà, elles sont entre femmes pour résister contre le joug des hommes. Et donc ce sont des combattantes qui n'hésitent pas, voilà, qui en sont dans un véritable château fort et qui résistent aux assauts des hommes. Et donc à l'intérieur de ces Valkyries, on va suivre le destin d'une jeune guerrière aidée par deux autres compagnons qui vont essayer de sortir de ce fort et se rendre compte que finalement, eh bien, il y a des intrigues à l'intérieur des intrigues, et du coup, que leur royaume de résistance n'est pas celui qu'elles pensent. Et donc, jeu du combat, voilà, c'est bien dessiné, il y a de l'action, c'est bien fait, il y a de la couleur. Enfin, franchement, une bonne BD d'action avec un thème fort, dans du post-apocalyptique, les cadrages sont sympas, franchement, c'est du bon travail. Et ça donne envie, vous voyez, Europe en 2077, ça donne envie de suivre la suite, puisqu'il y aura plusieurs tomes. Donc voilà, un bon début de série à 14,95 € chez Corrette. Patriarchie, tome 1, Le Châtiment. Ceux qui aiment le post-apo. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté Mister Mammoth, le premier tome de Matt Kind, qui avait fait Mind MGMT, et Jean-Denis Pendant. C'est chez Futuropolis, et je vous avais dit que ce polar m'avait bien plu. Ça coûte 13,90 €. Et en fait, le seul défaut de ce polar, qui est en 2 tomes, c'était qu'en fait, ouais, la pagination était très courte. Il y avait pas moins d'une cinquantaine de pages. Et bien là aussi, vous voyez, donc finalement, ils ont fait 2 tomes pour raconter une histoire en 100 pages. C'est le seul défaut de cette BD, qui est très bien dessinée, qui est énigmatique, qui est très intéressante sur ce détective qui est hyper costaud, hyper puissant, mais qui est en fait très intelligent aussi, et donc qui résout toutes les énigmes. Il est tellement fort, c'est une sorte de Sherlock Holmes bodybuildé. Et en fait, on va revenir sur son enfance au travers de rêves. Donc, dans cette enquête qui mêle souvenirs et choses récentes. Et donc, du coup, voilà, c'est très intéressant, une très bonne enquête, très bien dessinée, de belles couleurs. Voilà, un bon scénario, intelligent, c'est fin. Donc voilà, que du bon. Sauf que il faut acheter ces 2 tomes. Bon, à l'arrivée, ça vous fait voilà, à 13,90 € 2 tomes. C'est pas si énorme que ça, mais bon, franchement, là au niveau de l'édition, l'éditeur aurait bien mieux fait de faire une seule BD, et du coup, franchement, on aurait une belle histoire en un tome, c'était largement suffisant. Voilà, la pagination est trop courte pour ce genre de livre. Ensuite, on enchaîne sur Céleste. Là, on est dans de l'historique, puisque Céleste, c'était la dame qui s'occupait de Marcel Proust. Donc, bien sûr, Monsieur Proust, c'est chez Noctambule. C'est une première partie d'une histoire qui sera en 2 tomes. C'est Chloé Cruchaudet qui s'y colle, au dessin et au scénario, avec des aquarelles, voilà, des dessins très jolis, très doux, avec des couleurs très douces.
Voilà, on va suivre Céleste, là elle est âgée, mais elle va revenir dans ses mémoires quand elle était jeune, dans les années 1900, euh, pour servir le grand auteur Marcel Proust. Et donc du coup, il y a plein de citations des livres de Marcel Proust. Voilà. Et il y a toutes ces couleurs avec ces peintures, ces aquarelles, ce dessin très fin. Il y a beaucoup d'émotions, c'est intelligemment fait. Il y a des mises en scène, des mises en page, je ne sais pas si vous le voyez, qui sont voilà, très très bien faites. Donc voilà, c'est du très très bon boulot pour ceux qui s'intéressent à la vie de ce grand auteur, qui était décrit comme un dandy un peu difficile à gérer pour cette pauvre Céleste voilà, qui ne travaillait pas, qui arrivait, qui était une jeune fille très, très simple, s'est retrouvée à devenir la favorite et la femme à tout faire de l'auteur. Donc voilà, une biographie de cette personne en deux tomes émaillé de citations de l'auteur. Voilà, c'est pas mal pour ceux qui aiment ce genre de livre. Franchement, une belle BD chez Noctambule Soleil. Ensuite, on passe chez Grand Angle avec une BD, on en reste dans l'époque des années 1900, là ce sont les années folles. Bertille et Bertille, l'étrange boule rouge chez Grand Angle. Alors Bertille et Bertille, c'est du noir et blanc, un peu comme on avait dans Pigalle 1900 hein, je vous avais présenté. C'est un peu le même genre de dessin et de couleurs, sauf que voilà, on a du rouge qui sort un peu partout, et on va suivre le détective, on a l'impression d'un peu d'être dans les Brigades du Tigre, Bertille, qui va se retrouver confronté à une énorme boule rouge qui va tomber du ciel et qui va s'écraser. Et donc là, il y a un véritable mystère, surtout que le détective Bertille enquête aussi sur une étrange disparition. Et donc il va rencontrer une jeune femme un peu faux-folle, une aristocrate qui s'appelle Bertille aussi. Donc c'est pour ça que c'est Bertille et Bertille. Et ce couple improbable, voilà, entre enquête et séduction, va essayer dans cette France de cette époque-là, qui est très, très sympathique, très bien dessinée, lever le mystère de cette enquête, et puis de cette boule rouge qui ne fait que grossir et qui finalement menace de devenir immense et de détruire l'humanité, rien que ça. Donc voilà, c'est un peu enquête, un peu fantastique, et puis surtout c'est un peu ce duo plutôt attachant. C'est bien dessiné, c'est bien scénarisé, voilà, pour les gens qui aiment ce style d'époque, d'enquête et puis de dessin. Voilà, c'est plutôt du bon travail. La BD est assez imposante quand même. Il y a quand même au moins plus de 100 pages, donc vous voyez, une BD intéressante. Ensuite, on va passer dans l'horreur, le fantastique, avec la version de Frankenstein du célèbre dessinateur manga Junji Ito, voilà, qui est considéré comme le maître de l'horreur maintenant. Donc là, dans ce beau livre en dur, il y a Frankenstein et puis il y a d'autres nouvelles de Junji Ito. Là, celle qui prend le plus de place, c'est quand même Frankenstein. Alors, il s'attaque à la version de Mary Shelley. C'est assez fidèle. On a le dessin, voilà, ça se lit, vous savez, dans le sens du manga. Voilà, on a le dessin du manga. Les dessins sont bien. Le scénario reprend la trame Frankenstein. Voilà, c'est pas mal. Franchement, il n'y a pas trop de surprises. Mais voilà, pour ceux qui aiment Frankenstein, moi j'aime beaucoup l'histoire de Frankenstein, de Mary Shelley. C'est un grand classique, et là, le voir adapté comme ça en manga par un des maîtres de l'horreur, c'est franchement top. Voilà, Frankenstein et l'horreur de la création. Et puis il y a d'autres nouvelles aussi, toujours dans le style de Junji Ito, avec voilà, le quotidien, le réel, qui part complètement dans l'horreur, avec des personnages qui vont avoir des têtes qui grandissent, voilà, des choses terribles. Les corps sont mutilés chez Junji Ito. Donc voilà, un bel ouvrage, un beau livre chez Mangetsu, qui continue sa série sur les Junji Ito. L'auteur, il a fait Spirale, il a fait plein de choses, pour ceux qui aiment avoir un peu peur. Ensuite, là, on va arriver aux livres qui sont pour moi les meilleurs de ce mois-ci. À commencer par Stand Still, Stay Silent. C'est déjà le 4e livre de l'œuvre de Mina Sundberg, qui faisait des bandes dessinées sur le web.
et qui sont reprises sous forme de recueil. Stand Still, Stay Silent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est déjà voilà, ce style très, très particulier de Mina Sundberg, qui avait fait aussi Un rêve de renard, qui est une grande BD. Moi j'aime beaucoup son style de dessin, ses couleurs, il y a un gros travail sur la couleur, il y a des effets. Alors c'est quoi? C'est du post-apocalyptique en fait. Il y a eu un virus qui a ravagé toute la population. Il n'y a que les pays du Nord, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, qui ont réussi à être un peu isolés de ce virus. Et donc du coup, ces pays-là, en fait, ils ont développé une forme de magie avec des chamans, avec des devins. Et puis une fois que la crise est passée, eh bien, ils ont commencé à ressortir pour explorer eh bien, les pays qui ont été détruits et contaminés par cette maladie, où il y a des créatures qui sont sorties, des créatures assez puissantes. Il y a tout un type de créatures, il y a pas mal de magie. Et du coup, une équipe de jeunes gens, de jeunes ados universitaires, est envoyée pour explorer ces pays contaminés et essayer de retrouver des livres, pour essayer de les ramener, pour faire un peu d'argent, et puis aussi pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, trouver éventuellement un remède. Et donc du coup, cette équipe de jeunes gens, finalement assez peu expérimentés, se retrouve aux prises avec des créatures, et ça part en cacahuète, bien sûr. Donc voilà, c'est très très bien, les rapports entre les personnages sont très intéressants, le dessin est superbe. C'est vraiment une très bonne série. On en est au tome 4, c'est toujours pas fini. Il y a généralement, bon, c'est assez, là ça coûte 27 €. Et puis, il y a tout un univers qu'elle a développé autour de ces récits post-apocalyptiques. Voilà, on voit ces créatures, ce sont des âmes tourmentées. Il y a le jeu avec la langue aussi, puisqu'ils ont des langues différentes. Il y a plein de choses. Franchement, ceux qui ne connaissent pas Stand Still, Stay Silent, je vous invite à regarder, à aller voir sur Internet, à vous renseigner, et puis peut-être à se lancer dans cette série, qui est vraiment très très bonne si vous aimez le post-apocalyptique et les rapports entre ces personnages, et puis ce très beau dessin, très, très onirique, très surnaturel de Mina Sundberg. Ensuite, on passe chez Delcourt à Scurry. Scurry, troisième tome, fin du premier cycle, La malédiction des ombres de Mac Smith. Alors Scurry, ce sont des souris, et c'est tout un univers animalier où les hommes, on est dans du post-apocalyptique toujours, beaucoup ce mois-ci décidément, les hommes ont disparu, on ne sait pas pourquoi, ils se sont fait la guerre, ils se sont balancés des missiles, voilà, ils ont disparu. Et du coup, les animaux qui vivaient un peu au crochet des hommes, comme les souris dans les villes, se retrouvent un peu en manque de nourriture. Et donc du coup, on suit Pict et Wix, qui sont deux petites souris très mignonnes. Le dessin est absolument renversant. Qui se retrouvent déjà en conflit entre eux, puisqu'il y a des conflits entre souris et rats, et avec des luttes de pouvoir où certains essayent de prendre le pouvoir entre les gentils et les méchants, et puis surtout des loups et des créatures beaucoup plus puissantes qu'eux qui vont les chasser, comme les aigles et les corbeaux. Vraiment, j'insiste sur le fait que le dessin est extraordinaire, les couleurs aussi, voilà, avec les créatures de tout style. Il y a des chats, il y a des ours, il y a des tortues, il y a des élans. Il dessine les animaux incroyablement bien. Et voilà, à la fin, on a quelques images, voilà, qui vous parleront un peu plus. Voilà, il dessine incroyablement bien, Mac Smith, c'est vraiment une révélation pour moi au niveau du dessin. L'histoire est pas violente, c'est assez violent parce que ces animaux, des fois ils s'entretuent, mais voilà, il n'y a pas de violence gratuite. Ça peut parler à beaucoup de gens. Voilà, je trouve que franchement, au niveau de la mise en page et du réalisme et des animaux, c'est vraiment une claque graphique, Scurry. Les 3 tomes sont excellents, et ça finit un premier cycle où l'histoire se finit, et l'auteur à la fin dit qu'il aimerait bien repartir avec certains personnages pour continuer l'aventure Scurry, et c'est avec plaisir qu'on retrouvera voilà, son univers animalier. Franchement, c'est du très très bon. C'est chez Delcourt, je vous l'ai déjà dit, et je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Ça vaut le coup de se lancer si vous aimez le côté les animaux, le réalisme animal, et puis ce dessin vraiment très réussi. Allez-y, les yeux fermés. Ensuite, la BD du mois, eh bien, c'est Roar,
chez Urban Comics. Rorschach, j'arrive pas à le dire. C'est de Tom King et George Fornes. C'est le personnage de Watchmen. Voilà, bon, cette BD qui est immensément célèbre, Watchmen, qui a donné naissance à un film et une série télé de Alan Moore, qui est un maître du comics, commence par, alors on est après Watchmen, avec la mort de Rorschach et d'une jeune fille à la convention d'un sénateur candidat à l'élection du président américain. Et on va retrouver un jeune enquêteur du FBI qui va essayer de remonter la piste de cet assassinat et qui du coup va au fur et à mesure essayer de comprendre qui est ce personnage, puisque ce personnage est censé déjà avoir disparu, hein, Rorschach, dans Watchmen. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il revient? Qui a pris ce rôle-là? Et au fur et à mesure, on va retrouver des personnages qu'on a pu croiser dans Watchmen. Donc il y a un background, bien sûr, avec des gens qui ont été un peu traumatisés par cette fameuse attaque de Kalmar, qui se passe dans le livre d'avant. Et puis surtout, c'est avant tout une enquête minutieuse de ce détective-là. On a vraiment une enquête intelligente, maligne, avec un très beau dessin. Avec plein de sauts un peu de flashback avant-après, des mises en page très originales, avec des cases très courtes, des fois des cases très longues, des cases mises les unes à côté des autres. Il faut suivre, hein, la narration est quand même au départ un peu déstabilisante, mais après on rentre dans cette... là par exemple, vous voyez, vous avez avant en rouge, maintenant en bleu, il y a des jeux de couleurs sur les mises en page, il y a des choses qui se font. Et donc l'enquête est vraiment très soignée de cet agent du FBI, de ce détective, qui va se retrouver, essayer de comprendre comment deux personnes ont essayé de tuer le futur candidat des États-Unis. Et bien sûr, l'enquête va être sinueuse, tortueuse, et va mener à des conclusions très très incroyables. Voilà. Donc c'est assez passionnant. C'est malin, on retrouve des personnages qu'on a déjà vus dans Watchmen, on retrouve aussi des gens connus comme Frank Miller, enfin, il y a plein de citations. Franchement, c'est très prenant. On se croirait dans du David Fincher un peu. Et il y a quand même facilement 300 pages. Donc c'est vraiment 320 pages même, ouais, c'est du très très lourd, c'est du très solide, une BD en un seul tome, une histoire complète, un comics vraiment intéressant, une belle enquête de Tom King et George Fornes. Voilà, franchement, pour ceux qui aiment Watchmen, donc là c'est sans souci. Euh, c'est quand même mieux d'avoir lu Watchmen avant, je pense, pour un petit peu les choses qui sont disséminées à gauche et à droite, mais l'enquête en elle-même, pas besoin de Watchmen pour la comprendre. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est très malin et pas manichéen du tout, et très intéressant. Donc la BD du mois, Rorschach. Voilà pour ces BD de ce mois-ci. Un bon mois donc avec plein de choses différentes. N'oubliez pas le concours pour gagner Arjuna. Voilà. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vous mettez un petit commentaire et puis je ferai comme d'habitude le tirage au sort avec mon chapeau. Je tirerai des petits papiers et je vous enverrai ça par la poste gratuitement. Donc un petit commentaire pour me dire que vous participez au concours et voilà, et j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de choses à faire. Là j'ai eu un mois assez compliqué au niveau de travail, donc j'ai pas énormément avancé, mais là je vais pouvoir avancer beaucoup plus vite et vous faire une vidéo sur les romans qui est en préparation. J'ai plusieurs romans que je suis en train de lire, que je suis en train de finir. Donc il y a déjà plusieurs qui sont finis pour vous faire une vidéo avec un peu les romans de l'été à suivre en fantastique, en fantasy, en science-fiction. Et puis aussi, je vais vous faire une vidéo un peu récap de tout ce que j'ai vu en termes de films, séries, voilà, à venir. Donc pas mal de vidéos à venir bientôt. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Pop Culture. Allez, au revoir!